Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va continuer la série de ces personnes qui m'ont marqué et aujourd'hui on s'attaque clairement à un gros morceau puisqu'on s'attaque au couple emblématique, surtout en cette fin d'année qui est du coup le couple de François-Joseph, empereur d'Autriche, et Elisabeth, plus connue sous le pseudo de Sissi. C'est très important pour moi que je te fasse, on va dire, une intro explicative parce qu'il y a quand même certaines choses à savoir qui pour moi sont assez importantes avant que tu continues, on va dire, cette vidéo. Encore une fois, il y a le sommaire en barre d'infos, donc si jamais vraiment cette partie-là t'intéresse pas, tu peux sauter. Également en barre d'infos, tu auras toutes les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. Donc ma première source principale, ça a été ce livre-ci, donc le livre de Jean Descartes, à savoir François-Joseph et Sissi, le devoir et la rébellion. J'ai dévoré ce livre, donc il faut savoir que comme tu peux le constater, c'est un très très gros livre. Hein. C'est un excellent livre. Jean Descartes, c'est un historien que j'adore, je le trouve très pertinent et j'aime énormément l'écouter. Il fait beaucoup de vidéos avec Europe 1, donc voilà, je te le conseille. Bref, on n'est pas là pour parler explicitement de Jean Descartes. Il faut savoir que voilà, si tu t'intéresses un petit peu au roi et aux reines, et plus particulièrement à François-Joseph et Sissi, tu l'as peut-être remarqué, surtout si voilà, tu regardes très souvent des documentaires. Mais les historiens entre eux ne sont pas d'accord, c'est pour ça que c'était important pour moi que je te fasse cette intro. Pour te donner un exemple très simple, déjà juste la date de naissance de Sissi, ils ne sont pas d'accord. Certains disent qu'elle est née le 24 décembre, d'autres disent qu'elle est née le 25 décembre. Donc déjà, si ça démarre comme ça, tu te dis que c'est compliqué. C'est une vidéo que je voulais te faire il y a déjà plus d'un an maintenant. Mais voilà, j'attendais d'avoir plus d'infos et donc du coup après voilà, j'ai lu le livre de Jean Descartes que j'ai énormément aimé et du coup ça a été une très bonne base pour moi pour faire cette vidéo. Mais ça a été un véritable casse-tête pour moi pour trier toutes les infos que j'ai eues en ma possession, que ce soit dans le livre, que ce soit dans les documentaires que j'ai pu voir. Je vais te retranscrire entre guillemets ce que j'ai lu et ce que j'ai vu. Je ne vais pas me focaliser sur voilà, les guerres, pendant, on va dire, le règne de François-Joseph parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc voilà, je vais vraiment uniquement me focaliser sur leur couple. Répondre à cette question, est-ce que c'était vraiment une histoire d'amour? Est-ce que c'était vraiment un coup de foudre comme on nous le vend dans les films, surtout avec Romy Schneider? Est-ce que c'était ça ou est-ce qu'il y avait un déséquilibre dans leur couple? On va essayer de répondre à cette question-là. Et maintenant que cette intro explicative a duré beaucoup trop longtemps, on va passer à la vidéo. On y va? C'est parti! Elisabeth Amélie Eugénie von Wittelsbach, plus connue sous le surnom de Sissi, ça sera son vrai diminutif parce que très souvent on peut se dire que potentiellement c'est un surnom qu'on lui a donné à travers la fiction, mais ce n'est pas du tout ça a vraiment été son surnom, on va dire, officiel. Elle naît du coup duchesse de Bavière, elle est née du coup le 24 décembre 1837 à Munich. Elle décède le 10 septembre 1898 à l'âge de 60 ans à Genève, assassinée par un anarchiste, Luigi Lucieni. Ses parents, Maximilien en Bavière, duc en Bavière, il est membre du coup de la maison de Bavière. En gros, c'est une famille souveraine d'Allemagne. C'est entre autres l'une des plus anciennes et des plus puissantes de l'Empire romain germanique. C'est entre autres pour ça que Sissi, avant son mariage, devra signer une lettre pour ne plus du coup revendiquer le trône de Bavière. Son père est connu pour être non conformiste. C'est clairement de là que Sissi tient son caractère puisque elle n'a jamais réussi à se plier aux exigences de la cour de Vienne. Et son père était un homme très libéral qui adorait les voyages, qui élevait, on va dire, ses enfants, même si je mets des gros guillemets parce que c'était pas tellement lui qui les élevait, mais il enseignait beaucoup à ses enfants la liberté. Pour lui, c'était très important. Mais c'était également aussi un homme très volage, hein, puisque il a eu des enfants avec plusieurs de ses maîtresses et ça ne le dérangeait absolument pas d'inviter les enfants qu'il a eu avec ses maîtresses à sa propre table. Sissi est du coup née dans une famille avec beaucoup d'enfants, puisqu'en tout, elle a 9 frères et sœurs. C'est quand même... pour l'époque, c'est normal. Pour nous, aujourd'hui, ça fait beaucoup. La mère de Sissi, du coup, Ludovica de Bavière. Pour Ludovica, son mari, du coup le papa Sissi, Maximilien, c'est son cousin. Oui, c'est encore une histoire de famille, décidément. Tu vas voir pourquoi est-ce que je dis ça si tu ne connais pas trop l'histoire de Sissi, mais en général, dans toutes les histoires de royauté,
de rois, de reines, d'empereurs, etc. Il y a beaucoup des mariages, voilà, dans la famille, ça crée de la consanguinité, ça crée après des problèmes derrière. Mais bon, bref, là, comme tu peux le constater, on n'évite pas la règle. Donc, voilà, Ludovica se marie avec Maximilien, son cousin. Ce n'est clairement pas du tout un mariage d'amour. Pour te dire un petit peu, pour aujourd'hui, on dirait même qu'elle, elle a les boules, puisque c'est son père qui a décidé pour elle, qui voulait réconcilier les différentes branches de la famille de Bavière. Ludovica aurait clairement préféré épouser le roi Michel Ier du Portugal, qui vivait en exil en Bavière. Elle est la seule de toutes ses sœurs à ne pas épouser un souverain ou un proche du pouvoir. Il a été apparemment dit d'ailleurs que Ludovica a passé sa nuit de noces enfermée dans sa chambre, seule. Elle voulait même pas avoir son mari dans les pattes. C'est pour te dire, pour l'époque, également, ça se faisait jamais. François-Joseph Karl von Habsbourg-Lothringen, né le 18 août 1830 à Vienne. Il décédera le 21 novembre 1916 à l'âge de 86 ans. Il est mort de vieillesse, il avait de la fièvre, clairement il s'est senti partir. C'est l'un des souverains qui aura, on va dire, gouverné le plus longtemps, car eu un des plus longs règnes. Il est 4e, du coup, sur la liste de tous les rois, les reines, les empereurs. Voilà. Dans cette liste, il y a entre autres Élisabeth II et il y a également Louis XIV, Cocorico pour les Français. En décembre 1848, à la suite d'agitations révolutionnaires, le beau-frère de l'archiduchesse Sophie, Ferdinand Ier, abdique. Il est atteint de troubles mentaux, voilà, comme je te disais juste avant, très souvent, le gros problème dans les monarchies, ça a été la consanguinité, et voilà, là, ça n'y a pas coupé. L'archiduchesse Sophie, du coup, arrive à évincer son époux du trône, ça aussi, il faut le faire. D'ailleurs, l'archiduchesse Sophie, on disait très souvent d'elle que c'était l'homme de la famille, tellement qu'elle avait le cœur à fond, et là encore, ça se voit, elle arrive quand même à dire à son époux de ne pas monter sur le trône et de laisser son fils monter sur le trône, et c'est comme ça que François-Joseph a atterri du coup sur le trône de l'Autriche. À tout juste 18 ans, du coup, le 2 décembre 1848, François-Joseph monte sur le trône. Mais il ne montera pas sur le trône comme normalement ça se fait, c'est-à-dire à Vienne. La révolution clairement se fait sentir, c'est clairement le bordel à Vienne. Pour éviter d'autres soucis, pour éviter que l'empereur se fasse tuer, entre autres, il ne monte pas sur le trône à Vienne, on va dire son sacre, on va dire son sacrement, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en gros, il se fait sacrer empereur en Moldavie. On va faire une petite pause, voilà, parce que là, vraiment, du coup, on est au moment où François-Joseph monte sur le trône. Tu vas pouvoir voir de tes propres yeux que l'empire d'Autriche, c'était quand même pas de la gnognotte. Clairement, ça n'a rien à voir avec les pays que les présidents actuels gouvernent. C'était un mastodonte à gouverner, clairement. Je pense que clairement, on peut saluer le fait que François-Joseph a quand même réussi à garder une certaine cohésion jusqu'à son décès, parce qu'après c'est parti encore une fois en cacahuète. Mais en tout cas, pendant toutes les années où il a régné, il a réussi à garder une certaine, on va dire, structure, une certaine cohésion dans tout l'Empire. Et franchement, c'est balèze, c'est quand même sacrément balèze. Je pense qu'à l'heure actuelle, ça ne se verrait plus, clairement. Bon, encore une fois, il y a eu des guerres pendant son règne, voilà. Mais quand même, il a réussi à tenir bon, et ça, franchement, c'était pas évident. François-Joseph, du coup, est enfin empereur. Sa mère est très présente, autant dans la vie publique, dans la vie politique, mais aussi dans la vie privée de François-Joseph. C'est clairement elle qui décide de tout. C'est même elle qui va décider avec quelle femme François-Joseph, on va dire, couche, a des relations plus. Je sais pas si je peux dire le mot sans me faire strike. C'est Sophie, l'archiduchesse Sophie, qui choisit ces femmes qu'on appelle entre autres comtesses hygiéniques. C'est pour te dire à quel point Sophie est présente dans la vie de son fils. François-Joseph aura plusieurs titres tout au long de sa vie. Il sera empereur d'Autriche, roi de Hongrie, roi de Bohême, comte de Tyrol, et j'en passe. Franchement, des titres, t'as juste à aller voir sur Wikipédia, il y en a clairement une trempée. Je vais te parler très brièvement des parents du coup de François-Joseph. Sur son père, très honnêtement, je n'ai pas trouvé grand-chose, à part le fait qu'on dit de lui que c'était un homme assez faible et qui se laisse un petit peu mener à la baguette par sa femme. Franchement, je n'ai rien trouvé d'intéressant. Sa mère, du coup, Sophie de Bavière, donc si tu suis bien la sœur de Ludovica, la maman de Sissi, Sophie, du coup, dira à sa propre mère, lors de son mariage, « Je ne suis pas heureuse, je suis satisfaite. »
super. Alors là, vraiment, ça part comme ça, on adore. Grâce à son mariage malheureux, elle s'intéressera beaucoup à la politique, d'où le fait qu'elle est très présente pendant le règne de François-Joseph, même quand François-Joseph se marie par la suite. Contrairement à Sophie, François-Charles-Joseph, donc le père de François-Joseph, est très épris de sa femme. Ça doit être également un truc de famille. Et il faut savoir que Sophie a eu énormément de mal à avoir des enfants. Elle aura officiellement 4 garçons, mais il faut savoir qu'elle a eu au total 6 enfants, plus d'innombrables fausses couches. Au bout de 6 ans de mariage, elle arrive enfin à tomber enceinte et surtout que la grossesse, on va dire, se poursuit jusqu'à la fin. Et du coup, c'est de là où naît François-Joseph. Donc autant te dire que c'était un enfant qui était très attendu, surtout en plus ça que c'est un fils. Et par la suite, du coup, comme je te disais, elle naîtra 5 autres enfants. Un fils qui sera mort-né et elle aura également, enfin ils auront plutôt également une fille qui décédera à l'âge de 5 ans. Nous sommes en 1852. François-Joseph est âgé de 22 ans. Et il est grand temps pour lui qu'il trouve une épouse. Alors, on va s'arrêter 2 secondes sur le fait qu'à 22 ans, il n'est toujours pas marié. C'est quand même assez rare, surtout à cette époque-là, où normalement ces choses-là sont pliées depuis déjà très longtemps. Mais du coup, François-Joseph n'est toujours pas marié. Et il est grand temps qu'il trouve une épouse. Et alors là, commence un casse-tête. François-Joseph se rend du coup à Berlin. Il tombe amoureux d'une nièce prusse qui s'appelle Anna. Problème, c'est que cette Anna est déjà promise à un autre. Mais Sophie, l'archiduchesse Sophie, se dit qu'elle n'a pas encore joué toutes ses cartes puisqu'elle connaît la femme du roi de Prusse, puisque c'est sa sœur. Et là, elle se dit, je vais réussir à convaincre ma sœur qui arrivera à convaincre son mari. Eh bien, pas de bol, ça ne marche absolument pas. Le roi de Prusse ne veut pas du tout d'une alliance autrichienne. Ni lui, ni son gouvernement. Autant dire que François-Joseph rentre très déçu, et Sophie aussi, puisque ça aurait grandement arrangé les affaires de l'archiduchesse Sophie que François-Joseph épouse une princesse prusse. Ça aurait fait une très belle alliance prusse-autrichienne ou autrichienne-prusse. Donc voilà, mais malheureusement, voilà, ça ne s'est pas fait. On envisage un autre mariage pour François-Joseph, une princesse de Saxe, Sidonie. Encore une fois, Sophie pense que ce mariage va aboutir à quelque chose de positif. Puisqu'encore une fois, eh bien, la mère de Sidonie est aussi une sœur de Sophie. Elle se dit, c'est bon, c'est dans la poche, ça va marcher. Mais François-Joseph n'entend pas de cette oreille, il n'apprécie pas plus que ça Sidonie, il la trouve assez rigide, assez froide, et pas du tout avenante. Du coup, voilà, François-Joseph ne veut clairement pas de cette femme. Donc, voilà, il rentre encore une fois à bredouille. Il reste une dernière option pour Sophie qui essaye d'étudier chaque proposition et qui essaye évidemment de mettre son fils sur un mariage qui serait très grandement avantageux, autant pour lui que pour Sophie. Une de ses nièces, Hélène, alias Néné, est l'aînée d'une de ses sœurs, Ludovica. Ludovica serait très clairement ravie d'un mariage d'une de ses filles, plus particulièrement Néné, l'aînée, avec l'empereur d'Autriche. Sophie se rappelle très bien du mariage houleux qu'a dû subir sa sœur. Pourquoi pas pour elle, finalement, que d'avoir une de ses filles qui épouse quand même l'empereur d'Autriche. Pour Ludovica, c'est du pain béni. Ce mariage pour elle pourrait un petit peu redorer son blason. Quant à Sophie, Hélène serait parfaite en tant qu'impératrice. Très malléable, très bien élevée, très bonne manière, rien à redire. Une véritable petite marionnette. Pour Sophie, ça serait littéralement l'idéal. Tous les feux sont ouverts pour l'archiduchesse Sophie, pour ce mariage entre Hélène et François-Joseph. Ludovica fait très rapidement confectionner pour Hélène un véritable trousseau incroyable et magnifique. Pour Hélène, clairement quand on voit le trousseau, on sait clairement ce qui se trame. C'est clairement un trousseau d'une fiancée d'un empereur. Les deux mères marieuses organisent du coup cette fameuse rencontre entre Hélène et François-Joseph, et cette rencontre se fera à Badischl, entre autres pour l'anniversaire de l'empereur qui fêtera du coup ses 23 ans, quelques jours après leur arrivée. Tout est parfait, en tout cas sur le papier. Le duc Maximilien ne les accompagnera pas pour ce voyage,
Mais au dernier moment, Sissi fait partie du voyage. Sa mère décide de l'emmener puisqu'en fait elle vient de perdre son premier amour, Richard, qui est décédé de la tuberculose et elle a vraiment du mal à s'en remettre. Elle est très triste. Et Ludovica pense que ce voyage lui fera le plus grand bien, lui permettra de voir autre chose, de se changer les idées. Sissi est très jeune comparée à Hélène, puisque Hélène a à peu près le même âge que François-Joseph, à savoir la vingtaine. Sissi, elle, par contre, est beaucoup plus jeune puisqu'elle a quand même 15 ans. Et sa mère se dit que potentiellement, elle pourrait également faire un doublé et potentiellement la fiancer avec Charles-Louis, le frère cadet de François-Joseph. Elles partent du coup toutes les trois pour Badicheul, vêtues de noir, parce qu'en fait, elles portaient le deuil d'une tante. Il faut savoir que normalement, quand on va voir un empereur, ça ne se fait pas de se faire recevoir en noir, voilà. Mais pas de bol, elles étaient littéralement chargées comme des mulets et les bagages ne sont clairement pas arrivés à temps. Dans l'après-midi du 15 août 1853, au relais de poste de Rosenheim, la berline ducale s'arrête. Sissi exaspère sa mère en voulant donner elle-même à boire aux chevaux. Ludovica déteste ses manières de gamine sauvage qui ne sait pas se tenir. Le 16 août, avec une bonne heure et demie de retard, la berline s'immobilise enfin à Badicheul. Devant l'hôtel Austria, catastrophe. La voiture avec les bagages n'est pas là. Or, Ludovica et ses filles, ainsi que leur gouvernante, sont conviées à prendre le thé avec l'archiduchesse Sophie et l'empereur François-Joseph. Ne pouvant se changer, ni être en retard, Ludovica, nerveuse, souffrant d'une migraine, prévient sa sœur l'archiduchesse, qui fait brosser leurs vêtements, gris de poussière. En hâte, elle se rajuste pour être présentable dans leur tenue noire déplacée pour la circonstance. On aide Hélène à se recoiffer. Sissi se débrouille toute seule, tressant 2 nappes de sa belle chevelure, une véritable parure dont elle prend grand soin. Hélène, qui sait pourquoi elle a fait ce voyage, a un aspect austère, mais digne et comme il faut, selon sa mère. Au contraire, la beauté un peu sauvage de Sissi est éclatante. Elle qui, ce périple a priori, n'amusait guère, mais qui n'avait pas pu refuser de partir. Miraculeusement, après une angoisse honteuse, compréhensible, la petite tribu bavaroise est prête à descendre au salon. Le plan de table a été méticuleusement choisi par Sophie, qui a évidemment placé Hélène à côté de François-Joseph. François-Joseph regarde Hélène. Il la regarde, il discute avec elle, il l'écoute, il lui sourit, il la scrute également un peu du regard. Après tout, sa mère lui a tellement bien vendu toutes les qualités d'Hélène, il ne peut que la scruter et la regarder attentivement. On dit de François-Joseph que c'est un homme dans la moyenne, intellectuel, mais c'est un homme qui a un sens du travail exceptionnel. Il est également maniaque et on dit également de lui qu'il est extrêmement vigoureux. C'est également un homme très protocolaire et c'est un homme également qui vit une vie simple, sans faste. De quoi parlent concrètement Hélène et l'empereur d'Autriche? Eh bien, on peut dire qu'ils discutent de banalités. François-Joseph est courtois, est patient et il est surtout très bien élevé. Où est Sissi sur le plan de table? Eh bien, Sissi est tout au bout de la table. Charles-Louis, le frère cadet de François-Joseph, remarque bien que son frère n'a pas trop d'attention pour Hélène. Hélène l'a intéressé un moment, sans plus. Mais Sissi, c'est une autre affaire. François-Joseph regarde très attentivement Sissi, qui est au bout de la table. Il la regarde et il ne la lâche clairement pas des yeux. Ce qui d'ailleurs mettra extrêmement mal à l'aise Sissi, qui murmurera à sa gouvernante qu'elle est extrêmement gênée. François-Joseph est très étonné de l'éloignement de Sissi. Et il se demande surtout pourquoi est-ce que sa mère ne lui a pas parlé de Sissi. Pourquoi est-ce que sa mère ne lui a parlé que d'Hélène. La reine de Prusse, donc une des sœurs de Sophie, qui était là également pendant ce thé, dira également qu'elle a trouvé François-Joseph radieux. Ce bonheur qui émanait de l'empereur ne pouvait être expliqué que par la jeune femme qui était au bout de la table. Pendant toute l'heure que va se dérouler ce thé, François-Joseph ne va pas quitter une seule seconde du regard Sissi. Sissi, elle, sur sa chaise, est complètement pétrifiée. Elle ne comprend pas du tout ce qui se passe ou ce qui est du coup en train de se passer. Elle se pose mille et une questions,
Elle n'a clairement pas l'habitude qu'un homme la regarde ainsi, la scrute, la regarde sous toutes les coutures. Elle est plus que mal à l'aise. Elle est tellement mal à l'aise qu'elle n'arrive à rien avaler. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle vient de déclencher chez François-Joseph un coup de foudre, une passion soudaine et dévorante chez l'empereur. Quant à Hélène, eh bien François-Joseph ne lui prête plus d'attention. Il n'est tellement plus intéressé par Hélène qu'il finira par lui trouver plus de défauts que de qualités. Le lendemain matin, du 17 août, François-Joseph a très peu dormi. Il a très peu dormi et pourtant, encore une fois, il rayonne, il est heureux et il est amoureux. François-Joseph dit à sa mère qu'il trouve Sissi rayonnante. Clairement, Hélène, il ne la mentionne même pas. Limite, elle est déjà hors jeu pour lui. L'archiduchesse Sophie, clairement, n'avait absolument pas prévu ce retournement de situation. Pour elle, c'est catastrophique. Même si elle avait bien remarqué, comme tout le monde autour de la table, le coup de foudre qu'a eu son fils pour Sissi. Il rayonne, vivifié par le sentiment du bonheur. Sophie demande à François-Joseph de bien réfléchir. On parle du choix d'une épouse. C'est aussi également l'avenir de la famille qui est en jeu. Hélène est très sérieuse, discrète, fort agréable et sans aucun doute gentille. Mais Sissi, son charme, cette exubérance de petite fille encore, et pourtant cette douceur. Sissi est fraîche, comme une amande à peine ouverte, et cette magnifique couronne de cheveux autour de son visage, la beauté et la douceur de son regard. Ses lèvres sont aussi rouges qu'un petit pot de confiture de fraises. François-Joseph est tellement amoureux qu'il ne va même pas chasser. Il veut absolument revoir Sissi avant le déjeuner familial. François-Joseph est tellement impatient de revoir Sissi que sa tante, reine de Prusse, dira « Le voilà tout feu tout flamme ». Pour Sophie, ce mariage est une catastrophe. Sissi est beaucoup trop jeune. Sissi n'est pas apte à régner. Sissi n'est pas malléable. Sissi, c'est une petite campagnarde qui est un petit peu trop éprise de liberté et qui n'a clairement pas de bonnes manières. Sophie est littéralement atterrée. Pour la première fois, son fils, François-Joseph, ne lui obéit plus. Son fils, qu'elle a fait monter sur le trône, ne lui demande pas son avis. Pour elle, c'est impensable. Ce matin encore, elle lui disait de prendre son temps, mais là, pour Sophie, il faut agir, il faut renverser la vapeur. Peut-être que cette passion va se dégonfler au fur et à mesure des jours qui vont passer. Au déjeuner suivant, Sophie contre-attaque et elle décide de relayer Sissi ainsi que sa gouvernante dans une petite pièce contiguë, juste à côté de la pièce où la famille impériale mange. Pour Sissi, c'est très compliqué. Sissi a horreur d'être pointée, qu'on la regarde, d'être au centre de l'attention. Et là, à cause de François-Joseph, tout le monde sait qu'il se trame quelque chose. Enfin, tout le monde l'avait remarqué, mais là, c'est sûr, il se passe quelque chose. Sophie, encore une fois, place Hélène à côté de François-Joseph. Mais comme la veille, les conversations tournent très rapidement en rond, et François-Joseph fixe la pièce dans tous les sens, et voit bien que Sissi n'est pas là. Où est donc Sissi ? François-Joseph demande la permission à Ludovica d'inviter Sissi à sa table. Permission acceptée par Ludovica. En même temps, François-Joseph est tellement excité, énervé, bref, il y a plusieurs émotions qui le traversent. Il a vraiment besoin de voir Sissi. Clairement, on ne laisse pas le choix à Ludovica, elle est obligée de donner sa permission. Il serait quand même fâcheusement gênant de dire non à un empereur. Sissi revient à table. On lui fait de la place, on se pousse un peu, elle s'assoit à table. Elle est littéralement rouge de colère et rouge de honte. François-Joseph, lui par contre, ne la quitte une nouvelle fois pas des yeux. Que dis-je même ? Il la dévore littéralement des yeux. Le repas se termine, ils se retrouveront le soir même pour un dîner et puis le fameux bal. François-Joseph demande à sa mère d'inviter Sissi. Oui, ce n'était pas prévu que Sissi vienne à ce bal et à ce repas. Sophie accepte. En même temps, elle n'a pas trop le choix. Mais c'est Hélène qui sera assise à côté de François-Joseph. Lors de ce repas, Hélène porte une magnifique robe en satin blanc. Quant à Sissi, elle portera une robe
voilée, couleur pêche. En même temps, il ne faut pas qu'elle se fasse remarquer. Et pourtant, elle va bel et bien se faire remarquer, puisque au lieu de faire une révérence à François-Joseph, elle va lui tendre la main, ce qui va énormément amuser François-Joseph. Sissi est lasse du protocole. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus de toutes ces révérences, partout, tout le temps, dans les escaliers. Pour elle, tout ça, c'était un supplice, littéralement. Sur un signe, François-Joseph ordonne à l'orchestre de commencer à jouer des musiques pour l'ouverture du bal. L'empereur ne danse pas. Pas encore. Au son de la deuxième polka, l'aide de camp de l'empereur danse avec Sissi. L'aide de camp n'est pas rassurée et Sissi non plus. Sissi n'est pas très assidue sur les cours de danse, mais l'aide de camp dira plus tard qu'Elisabeth s'est très bien débrouillée, qu'elle avait le sens de la musique et le sens du rythme. Ouf, tout va bien. Il murmura après cette danse à un ami. Il me semble que j'ai dansé avec notre future impératrice. François-Joseph, toute la soirée, n'a regardé qu'une seule femme, et bien évidemment, c'est Sissi qui l'a observée et qui l'a regardée. Peu avant minuit, le cotillon clôture le bal. François-Joseph invite Sissi à danser, et il ne dansera qu'avec elle. Il lui offrira le bouquet du cotillon, mais pas que, puisqu'il lui offrira également tous les bouquets qui devaient être donnés aux autres dames qui devaient danser le cotillon. Et là, tout le monde a compris ce qui était en train de se passer. Offrir autant de bouquets à une seule femme ne peut dire qu'une chose, c'est une demande en mariage. Sissi dira plus tard que cette offrande de fleurs l'a gênée. Sophie dira: Sissi semblait un bouton de rose qui s'épanouit au soleil. Elle lui aura paru si attirante dans sa modestie enfantine et si naturelle, pourtant face à lui. Seule la foule l'intimidait. À l'aube du 18 août, François-Joseph a pris sa décision. Pour lui, c'est clair, net et précis, ça ne peut être que Sissi. Ça sera Sissi et aucune autre femme. Pour le déjeuner suivant, c'est l'aide de camp de l'empereur qui établit le plan de table. Et là, il y a du changement, puisque ce n'est plus Hélène qui est à côté de François-Joseph, mais Sissi qui est aux côtés de l'empereur, et Hélène qui est relayée au bout de la table. Si Hélène a pleuré, en tout cas, ça ne se voit clairement pas. Hélène est digne, en tout cas, elle essaie de le rester. Quant à Sissi, elle qui ne mangeait pas depuis son arrivée à Badischel, en tout cas qui ne déjeunait pas sur les temps où il y avait l'empereur, elle a retrouvé l'appétit. François-Joseph demande à sa mère que Ludovica soit son interlocuteur entre lui et Sissi, et lui pose une seule question. Est-ce que Sissi acceptera-t-elle d'épouser François-Joseph? François-Joseph ne parle pas des sentiments amoureux là-dedans, mais il sait très bien, étant un homme de devoir, il sait très bien que la charge de travail qu'il a sur les épaules est tellement colossale qu'il faut pouvoir la supporter. Ma charge est si lourde que Dieu m'en est témoin. Ce n'est pas un plaisir de la partager avec moi. Sissi répondra: Lui? Mais comment pourrait-on ne pas l'aimer? Comment peut-il s'intéresser à moi, qui suis si jeune, si insignifiante? J'aime tant l'empereur. Si seulement il n'était pas empereur. Sissi déclara à Sophie: Je ferais bien tout pour rendre l'empereur heureux. Mais le pourrais-je? L'archiduchesse Sophie écrira plus tard: On n'envoie pas promener un empereur d'Autriche. Le 31 août, après de très grandes festivités, c'est l'heure des au revoir. Sissi rentre en Bavière et François-Joseph rentre à Vienne. Sissi, maintenant qu'elle est fiancée à l'empereur d'Autriche, doit se plier à un rude protocole, à savoir commencer à apprendre plusieurs langues comme le français, l'italien, le hongrois. Elle doit également prendre des cours de danse et également confectionner son trousseau de future impératrice. Avant leur mariage, ils réussiront à se voir 3 fois. 3 fois, François-Joseph fait le voyage de Vienne jusqu'en Bavière. À chaque fois, il leur amènera des cadeaux, des bijoux. Et même pour son 16e anniversaire, il sera là et lui offrira un perroquet. Un présent quand même très très original, mais qui la ravira de bonheur. Le mariage se déroulera du coup à Vienne le 24 avril 1954. C'est François-Joseph qui a arrêté la date. Le 22 avril, Sissi embarque sur le bateau à vapeur qui navigue sur le Danube, le François-Joseph. Le bateau n'a pas tout à fait amarré
que François-Joseph se précipite à bord et embrasse sa fiancée, devant des milliers de spectateurs, du jamais vu pour l'époque. S'ensuit une réception pour présenter Sissi aux différents représentants de l'armée, du clergé, de la noblesse. Ils partent en carrosse pour Schönbrunn. Sissi dans un carrosse, François-Joseph dans l'autre. François-Joseph présente Sissi à ses 3 frères et grands officiers de la cour, d'autres parents des Habsbourg et des Wittelsbach. Enfin, François-Joseph présente Sissi à ses dames d'honneur. Sissi doit apparaître au balcon, devant une foule immense. Elle assiste à un dernier dîner de gala. Sissi est claquée. Au matin du 23 avril, Sissi rencontre tous les hauts fonctionnaires de la cour. Elle subit encore la présentation des généraux et des officiers. Enfin, le 24 avril, le mariage est célébré à 7 heures du soir dans l'église des Augustins par le cardinal Rocher. Après une cérémonie tout en longueur, le couple est conduit au palais impérial. Sissi doit encore subir une multitude de présentations. Et enfin, les jeunes mariés repartent pour la Hofburg, dans un carrosse tiré par 2 chevaux, où une soupe leur est servie à 11 heures du soir. Ils partiront une semaine plus tard, en lune de miel, au château de Laxenbourg, à 15 km de Vienne. Maintenant, je te propose qu'on parle un peu plus de la nuit de noces. Oui, on n'était pas là, on tournait pas la chandelle, mais on va quand même un peu en parler. Puisque tout ça va avoir un impact sur le reste, on va dire, de leur histoire. François-Joseph, quand arrive ce moment où enfin il peut se retrouver seul avec elle pour la première fois, où voilà, ils sont dans leur chambre conjugale, François-Joseph presse tout le monde. Il est très pressé d'avoir enfin sa jeune épouse pour lui tout seul. Il faut savoir que la jeune mariée est préparée. Voilà, on l'habille, ou plutôt on la déshabille et on la rhabille de son côté. Voilà, il est avec sa mère, et c'est sa mère qui vient le coucher, pour la première nuit uniquement. Pour Élisabeth, c'est sa belle-mère du coup qui la couche également. Elle est préparée par ses dames de chambre, ses dames d'honneur, et ensuite c'est Sophie qui vient carrément la coucher dans le lit. Et il en va de même pour François-Joseph, c'est également sa mère qui vient le chercher, qui est juste à côté dans son cabinet. Elle vient le chercher et le mettre dans le lit. Nous conduisîmes, Ludovica et moi, la jeune mariée dans sa chambre. Je la laissai avec sa mère et m'établis dans le cabinet à côté de sa chambre jusqu'à ce qu'elle fût au lit. Et je cherchai, en lui disant bonne nuit, cachant son joli visage inondé de la profusion de ses beaux cheveux dans son oreiller, comme un oiseau effrayé qui se cache dans son nid. Le mariage a apparemment été consommé la 3e nuit. Sissi refuse d'apparaître le lendemain matin au déjeuner familial. Il faut savoir que Sissi est énormément scrutée. Tout le long de sa vie, certes, mais surtout les premiers temps, en tant qu'impératrice, elle est extrêmement scrutée pour savoir si effectivement le mariage a été consumé. Très souvent, on disait qu'une femme qui avait les yeux bordés de plaisir, c'était une femme qui avait eu des rapports sexuels avec son mari. C'était un petit peu ça, ce que les gens recherchaient, ce que Sophie recherchait dans le regard de sa belle-fille, et également Ludovica, sa propre mère, au départ qui était là, juste après leur mariage, a cherché également à savoir. Tous les matins, les premiers temps, chaque enfant était avec sa mère d'un côté, donc Sissi était d'un côté avec sa mère, et François-Joseph était d'un côté avec sa mère, et ils discutaient chacun de leur côté pour savoir si oui ou non le mariage avait été consommé. C'est extrêmement choquant pour nous. À cette époque, c'était normal. Mais alors, mon Dieu, je n'ose même pas imaginer ce que la pauvre Sissi a dû ressentir. C'est terrible. François-Joseph a grandi dans ce milieu-là, donc peut-être que pour lui, c'était un peu plus normalisé, et encore, je ne sais pas. Mais j'imagine que pour Élisabeth, ça a dû être très, 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 très difficile. De se dire que même son intimité la plus privée n'est pas respectée. Parce que clairement, elle n'a pas été respectée. Mon cœur était pur cristal, ton aiguille un diamant. Ce qu'elle y a gravé pour mon supplice, mieux vaut ne pas le nommer. Tous deux nous essayons de l'effacer, mais cela ne veut pas s'en aller. Passer l'éponge est souvent utile, mais reste ici sans effet. On va parler maintenant de leurs 4 enfants. Sissi tombe très rapidement enceinte. Elle tombe enceinte de sa première petite fille, 2 mois après seulement s'être mariée.
Elle accouche du coup le 5 mars 1855 d'une petite fille du coup qui s'appellera Sophie, qui décédera 2 ans plus tard, en 1857, en Hongrie. On dit de la petite Sophie qu'elle est décédée à cause d'une fièvre typhoïde. On disait beaucoup de Sophie qu'elle était fragile au niveau santé. L'archiduchesse Sophie tiendra pour responsable, entre autres, Sissi, puisque soi-disant c'est à cause de Sissi que Sophie est décédée, puisque Sissi a décidé avec François-Joseph d'aller en Hongrie et elle a décidé d'y emmener ses enfants. L'archiduchesse Sophie n'était absolument pas d'accord, mais Sissi n'a pas voulu l'écouter. Elle s'est imposée et Sophie est malheureusement décédée. Le 12 juillet 1856, François-Joseph et Sissi ont un deuxième enfant. C'est une petite fille, ils l'appelleront Gisèle. Elle décédera en 1932 à l'âge de 76 ans. Gisèle a eu un mari et elle a également eu 4 enfants. Le 21 mai 1858, enfin, le petit garçon tant attendu, l'héritier Rodolphe, né. Il décédera le 30 janvier 1889. Alors, la cause de sa mort est assez compliquée parce que, encore une fois, il y a des pistes. Les historiens ne sont pas tous d'accord entre eux. Certains disent que c'est un suicide, d'autres disent que c'est un assassinat. Il est mort extrêmement jeune puisqu'il n'avait que 30 ans au moment où il est décédé. Il a été marié, du coup, il a même eu une petite fille. Petite fille d'ailleurs qui sera la chouchoute de François-Joseph. Rodolphe, du coup, épousera Stéphanie de Belgique. C'est également un petit garçon, même un homme, qu'on décrira comme étant très beau, mais également ayant une santé assez fragile. C'est également un jeune homme qui prend le contre-pied de la politique de son père, puisque Rudolf est un homme très libéral, tout comme sa mère d'ailleurs, qui n'est absolument pas d'accord avec tout ce que son père met en place au pouvoir. Rodolphe sera retrouvé mort aux côtés de sa maîtresse officielle, Missy Caspar. Comme je te disais, du coup, il y en a qui parlent de suicide, d'autres qui parlent de meurtre. Il y a quand même énormément de mystères autour de sa mort. La cause officielle, on va dire que c'est un suicide, mais très honnêtement, personnellement, je suis pas trop d'accord avec ça. Peut-être qu'un jour ça sera élucidé, et peut-être qu'un jour on aura finalement la vraie histoire derrière tout ça. Je pense que François-Joseph et Sissi savaient que ce n'était pas un suicide. Mais bon, on va passer du coup au dernier enfant du couple, à savoir Marie-Valérie. Marie-Valérie qui est née le 22 avril 1868 en Hongrie. Elle est décédée en septembre 1924 à l'âge de 56 ans. Marie-Valérie a été littéralement la préférée de sa mère. Sa mère l'a énormément cajolée, l'a même presque bouffée d'amour, tellement qu'elle n'a pas pu élever ses autres enfants. Marie-Valérie a été la seule enfant du couple à être élevée par Sissi. Marie-Valérie épousera encore une fois un cousin et elle aura 10 enfants. Gisèle et Marie-Valérie seront très présentes au moment où Sissi va décéder. Elles seront énormément présentes pour leur père. Est-ce que François-Joseph et Sissi étaient amoureux? On peut se poser la question. Suivant tout ce que tu vas entendre, tout ce que tu vas lire, certains vont dire qu'ils étaient amoureux, que c'était vraiment une histoire d'amour, un coup de foudre. D'autres vont dire qu'il n'y avait pas vraiment d'amour entre eux. Bref, il y a toutes les versions possibles et inimaginables. Ce qui est sûr et ce qui revient à chaque fois, c'est que François-Joseph était littéralement, mais amoureux, même fou amoureux de sa femme. Il était très très épris d'elle. Il la couvrait de cadeaux. Il essayait d'être le plus présent possible. Il essayait même de s'organiser pour avoir des temps avec elle dans sa journée, même si voilà, c'est un empereur, donc il est très très occupé. François-Joseph souffrait énormément du fait que Sissi ne lui accorde pas beaucoup d'attention et du fait que voilà, sur la fin, elle partait beaucoup à droite et à gauche et il se retrouvait seul, sans elle. Pour lui, ça, c'était des périodes qui étaient très très difficiles. Au début, Sissi était quand même assez attentionnée avec François-Joseph. Elle lui prenait la main dans des moments de fortes émotions. Elle lui sautait dans les bras quand il revenait de son cabinet de travail. Elle se glissait dans sa suite pour lui faire une surprise. Mais voilà, après la naissance de leur fils tant attendu, Sissi s'est éloignée. En tout cas, déjà, physiquement, il y a eu un éloignement puisque leur intimité, on va dire, était de moins en moins présente, voire même carrément plus tout présente. Il faut dire que Sissi a enchaîné 3 grossesses, c'est quand même beaucoup pour une femme. Elle était très anémiée
à chaque fois, elle avait besoin de repos et également le médecin préconisait une abstinence sexuelle. Pour un homme très vigoureux comme François-Joseph, ça devait être quand même très difficile. Mais François-Joseph aime sa femme et il est patient, très patient. Bon, de nos jours, on dirait que c'est normal, mais pour l'époque, limite, on lui donnait la médaille d'or. Ils sont très opposés tous les deux dans leur manière de faire. Sissi, elle, c'est littéralement un oiseau de nuit. Elle vit la nuit. François-Joseph, lui, c'est le contraire. Il se couche très tôt et il se lève très tôt le matin, puisque dès 4h du matin, il est à son bureau. Peu importe le temps, peu importe la période, tous les matins, à 4h du matin, pétante, il est à son bureau et il travaille. Sissi, elle, a horreur du protocole. Elle en peut plus de la cour, elle en peut plus des ragots. Quant à François-Joseph, qui est très protocolaire, c'est pas quelque chose qui le dérange. Il a, on va dire, ses habitudes, et pour lui, voilà, c'est quelque chose dans lequel il a grandi, donc c'est pas dérangeant. Mais pour Sissi, elle, par contre, elle a besoin de liberté, elle a besoin de s'évader, et elle a besoin d'aller de plus en plus loin. Beaucoup disent que Sissi ne pensait qu'à elle, que Sissi était une grosse égoïste, qu'elle n'avait pas du tout d'instinct maternel, qu'elle ne s'occupait jamais de ses enfants, et que François-Joseph, eh bien, était très malheureux de ne pas voir sa femme, et que littéralement, il pleurait en attendant son retour. Est-ce que Élisabeth a eu des amants ? On peut se poser effectivement la question quand on sait que surtout à partir du moment où elle a eu Rodolphe, par la suite, elle n'était pratiquement plus à Vienne. Elle passait plus de temps en dehors de Vienne et sur des îles comme Madère, Corfou et bien d'autres, plutôt qu'à Vienne. Alors est-ce que Sissi a eu des amants ? On lui a prêté des amants, comme par exemple le comte Andrassy. Le fameux comte Andrassy, on lui a prêté également une romance avec le comte Middleton, qui était un cavalier anglais. D'ailleurs, Middleton, je pense que ça vous rappelle quelqu'un. Certains doutaient même de la paternité de François-Joseph quant aux derniers enfants qu'il a eus avec Sissi, à savoir Marie-Valérie. Bon, les doutes ont vite été dissipés quand la petite a commencé à grandir et qu'on a vu qu'elle ressemblait très portrait à son père. Tout ça pour dire qu'il n'a jamais été établi que Sissi avait eu des amants. Sissi, c'est plutôt une femme qui aime écrire des lettres enflammées, des lettres romantiques. Sissi est une grande romantique, mais n'est pas très au fait de passer à l'étape supérieure. L'amour physique, c'est pas du tout son truc. Et François-Joseph, alors, pour un empereur, il est totalement normal d'avoir une maîtresse, voire même plusieurs maîtresses. Il a même été dit qu'il avait eu, à un moment donné, une maîtresse polonaise, et c'est ce qui aurait conduit une première fois pour Sissi de s'éloigner de Vienne, puisqu'elle ne supportait plus les commérages sur cette fameuse maîtresse. Mais rien n'a été avéré. Voilà. Rien n'a été prouvé, en tout cas à l'heure actuelle, que François-Joseph a eu des maîtresses. S'il a eu des maîtresses, il a été extrêmement discret. Il aimait sa femme, il n'y avait pas de doute là-dessus. Il l'aimait éperdument. Mais le fait que sa femme ne soit jamais là, eh bien, pour lui c'était très difficile, mais également pour un homme comme lui, qui a des besoins, si j'ose dire ça comme ça, eh bien c'était impossible, voilà, qu'il n'ait pas de femme pour assouvir ses pulsions. Surtout que voilà, comme je te disais, on disait de lui que c'était un homme très vigoureux. La seule femme dont on connaît vraiment l'existence en tant que maîtresse, et que même Sissi a donné son accord, ce qui est quand même assez fou pour l'époque, parce que normalement la femme officielle n'a pas donné son accord, mais là Sissi a, on va dire, permis que cette relation soit vraiment découverte, on va dire, au grand jour. C'est la fameuse comédienne Catherine Schratt. Je pense que voilà, tu en as dû entendre parler si là, tu t'intéresses à Sissi et à François-Joseph. C'est une femme qui a été quand même relativement présente, surtout sur la fin. D'ailleurs, Sissi se permettait même de lui donner des conseils régime minceur, en lui disant qu'il fallait qu'elle perde du poids. François-Joseph a tout de suite mis le haut là, en disant à Sissi d'arrêter de dire à Catherine Schratt de faire un régime pour maigrir. Mais il n'y a jamais eu de preuve, on va dire, palpable, on va dire, que François-Joseph a eu, on va dire, une relation physique avec Catherine Schratt, quoique il lui donnait quand même de l'argent. Mais est-ce que c'était parce qu'elle passait du temps en sa compagnie ? Il me semble que tous les matins, Catherine Schratt déjeunait avec François-Joseph. Donc, est-ce que c'était un remerciement parce qu'elle passait du temps avec François-Joseph ? Ou est-ce que c'était un remerciement parce qu'il y avait effectivement du temps d'échanger et un peu plus ? Peut-être. Mais en tout cas, rien n'est acté et rien n'est palpable.
Catherine Schratt sera là jusqu'au dernier souffle de l'empereur. Un couple en crise. Alors, je t'en ai parlé très brièvement il y a quelques minutes. Sissi a pété un câble plusieurs fois pour plusieurs raisons et du coup on va en parler dans ce chapitre-ci. La première fois que Sissi a un petit peu pété un câble, et ça se comprend, c'est quand elle s'est rendue compte que sa belle-mère s'occupait de l'éducation de ses enfants. Une fois que ses enfants sont nés, peu importe que ce soit des filles ou des garçons, on lui a enlevé ses enfants et c'est sa belle-mère qui a pris en charge la totalité de l'éducation de ses enfants. Pour Sissi, c'était impensable, mais pour Sophie, c'était la seule option. C'était comme ça que ça devait se faire, l'étiquette est comme ça, et Sissi, de toute façon, est beaucoup trop jeune pour élever ses enfants. Pour Sissi, c'est inentendable, mais malheureusement, Sissi n'arrivera pas à se faire entendre à ce moment-là. François-Joseph est fatigué de cette mésentente entre sa mère et sa femme. Il ne prend clairement pas parti. Ensuite, voilà, comme je te disais, Sissi prend la fuite une première fois. Soi-disant, elle était malade, c'est là qu'elle a commencé à tousser. Maintenant, on pourrait plus analyser ça comme étant potentiellement une dépression. Mais à l'époque, c'était potentiellement la tuberculose. Et donc, du coup, elle devait changer de climat. Mais on va dire les choses qui ont déclenché cette fuite, ça a été le fait qu'elle était constamment épiée, le fait qu'également elle entendait les ragots, le fait que potentiellement son mari avait une maîtresse ou des maîtresses. Pour elle, tout cela, au bout d'un moment, c'était inentendable. Elle a commencé à avoir cette fameuse toux. On a fait venir un médecin qui a dit que il fallait qu'elle aille sur une île, quelque part où le climat était beaucoup plus doux, et qu'il ne fallait pas qu'elle ne reste à Vienne parce que le climat allait être hivernal et que c'était pas bon pour elle. Et c'est comme ça finalement qu'elle a commencé à partir de plus en plus loin. Et d'ailleurs, elle ne restait que très rarement sur Vienne, puisque quand elle revenait maximum une semaine, enfin même des fois un jour, 2 jours, et puis elle repartait. C'est comme ça que c'est un petit peu, commencé, Et enfin, la troisième fois où elle a tapé du poing sur la table, ça a été quand elle s'est rendue compte de toute l'éducation qu'il y avait autour de Rudolf, donc l'héritier de l'Empire, qui avait, un précepteur quand même qui était très très violent. Il lui faisait prendre des douches froides un peu n'importe quand. Pendant la nuit que Rudolf dormait dans son lit, son précepteur venait et tirait des balles dans sa chambre pour le réveiller, pour lui dire de faire attention. Bref, son fils avait une éducation à la dure et quand Sissi s'en est rendu compte, elle a été tellement en colère qu'elle a posé un ultimatum à son mari en lui disant « c'est soit le précepteur de Rudolf, soit moi ». Et elle a écrit ça de façon solennelle, noir sur blanc. Elle a fait passer cette lettre-là à François-Joseph en lui disant que à partir du maintenant, elle voulait être libre. Qui est-ce qu'elle voulait par rapport à ses femmes de chambre? Qui est-ce qui s'occupait de ses enfants? Elle voulait avoir la main mise sur sa vie, sur ses bagages, sur les femmes qui l'entouraient, sur les précepteurs pour ses enfants, sur les médecins également pour ses enfants. Elle voulait avoir la main libre sur tout. Et elle a eu gain de cause puisque François-Joseph a plié. Et ça a été à cette période-là aussi où Sophie, l'archiduchesse Sophie, s'est de plus en plus effacée. Puisque là, clairement, elle avait perdu quand même une sacrée bataille. Puisque Sophie, de base, c'était elle qui gérait un petit peu tout. Et là, du fait que François-Joseph est un petit peu cédé à ça, Sophie s'est petit à petit retirée, parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier, mais l'archiduchesse Sophie était extrêmement présente dans la vie du couple. Et quand François-Joseph partit travailler très tôt le matin, eh bien Sissi devait supporter sa belle-mère toute la journée. Et comme elle ne s'entendait pas, c'était très très compliqué. Sa belle-mère lui faisait constamment des reproches. Ça aussi, pour Sissi, c'était très très dur. Ce qui était aussi très compliqué pour Sissi, c'était ce fameux protocole qui descendait de la famille impériale d'Espagne, qui était du coup arrivé chez les Habsbourg. Putain! Ce qui était très compliqué également pour Sissi, c'était ce fameux protocole. Et pour t'expliquer un petit peu pourquoi est-ce que c'était très compliqué, je te propose du coup de te dire un petit peu très rapidement ce qu'elle avait, entre autres, le droit de faire et le droit de ne pas faire. Comme par exemple, elle devait constamment manger avec des gants. Voilà, elle n'avait pas le droit de les enlever. Elle devait porter une paire de chaussures par jour. Voilà, dès qu'elle avait fini de porter une paire sur la journée, la paire était
jeter, ce qui est complètement débile, ce passage, mais bon, bref. Une personne ne pouvait pas lui parler en premier, c'était elle toujours qui devait ouvrir la conversation. Également, il faut aussi se rendre compte que tout au long de leur vie de couple, ils ont dû traverser des choses assez compliquées, entre autres le fait qu'il y ait eu des guerres, mais pas que, comme le fait qu'ils ont perdu leur première fille, également que François-Joseph a perdu son frère Maximilien, qui a été tué. Ils ont perdu également leur fils, Rudolf, le seul héritier de l'Empire. Sissi a également perdu son fameux cousin Louis II de Bavière. Ça a été une mort très difficile pour Sissi, parce qu'elle adorait son cousin. Et la mort de Louis a été une très très grosse épreuve pour Sissi. Bref, je crois qu'il est grand temps de passer enfin à la conclusion de cette vidéo. Et pour conclure, on nous vend très souvent une image de ce couple emblématique de Sissi et François-Joseph à travers les séries qui ont été faites, les films qui ont été faits. On nous vend très souvent une image de couple un petit peu gold, de couple coup de foudre, qui se déchire, qui se rabiboche à cause du protocole, à cause des guerres, à tout ce qui entoure finalement leur couple. La réalité était beaucoup plus, on va dire, modérée que ça, puisque Sissi a été très rapidement malade d'être, on va dire, à Vienne, d'être sans cesse scrutée. Elle était clairement mal à l'aise et pas bien. Effectivement, je pense qu'elle a aimé François-Joseph. En tout cas, elle était très attachée à lui. Mais je pense que des deux côtés, ils ont souffert. Pas pour la même raison. Est-ce qu'elle a souffert du fait qu'elle aimait son mari et qu'elle ne pouvait pas rester avec lui parce qu'elle se sentait trop oppressée? Lui, de l'autre côté, François-Joseph a énormément souffert des absences de sa femme. Il était extrêmement malheureux. Des fois, il était très très ému de la voir revenir après 7 ou 8 mois d'absence. Et je trouve ça très triste en fait. On nous vend vraiment l'image d'un couple heureux. Mais en fait, ils étaient chacun malheureux, chacun de leur côté. Enfin, je trouve ça très, très dur en fait. Elle était clairement dépressive et je pense qu'elle était un petit peu visionnaire sur certains points. On disait d'elle aussi qu'elle était narcissique et également, je t'en ai pas parlé, mais c'est vrai que se pose la question de l'anorexie pour le cas de Sissi. Elle avait un régime alimentaire très très strict. Elle se nourrissait surtout d'œufs et également de fruits. En gros, voilà, c'était son alimentation de base. De temps en temps, elle rajoutait des boulettes de viande, mais c'était très très rare. Elle avait une silhouette, on va dire, exceptionnelle pour son âge, mais également pour l'époque. Elle a très vite compris que son apparence était primordiale pour séduire le monde entier, mais surtout séduire son mari. Et lui était très amoureux de sa femme, mais en même temps, il avait vraiment un sentiment de délaissement. Il avait vraiment l'impression qu'elle ne voulait plus de lui en fait. Je pense que pour lui, ça a dû être aussi très compliqué, pour elle aussi. Bref, ils étaient clairement opposés. Et le coup de foudre que François-Joseph a eu a déclenché cette histoire assez folle, assez rocambolesque, assez incroyable de ces deux personnes. Avant de terminer cette vidéo, je voulais également te parler un peu plus des films et séries qui ont été faits du coup, qui ont été, on va dire, adaptés de ce couple. Donc du coup, on va d'abord commencer par parler du coup du film avec Romy Schneider. C'est un film qui est très très ancré dans plein de pays. Et il faut savoir que en Hongrie, la statue qui représente Sissi, c'est l'actrice Romy Schneider. Faut dire que très souvent on les a comparés en disant que la vraie Sissi, impératrice d'Autriche, eh bien ressemblait énormément à Romy Schneider et inversement d'ailleurs, c'est plutôt ça. Donc du coup, c'est vrai que les Hongrois ont une statue du coup de Romy Schneider chez eux et dessus il y a marqué Erzsébet puisque c'était le prénom hongrois d'Elisabeth. Donc c'est vrai que ce sont des films qui sont très très connus. C'est également des films qui se rapprochent énormément de la réalité, même s'il faut savoir que normalement il y aurait dû y avoir une suite, mais Romy Schneider, il me semble, a refusé en fait de re-signer pour la suite. C'est vrai que quand on voit la trilogie voilà, sur Sissi l'impératrice avec Romy Schneider, on a un petit goût amer parce qu'il manque quelque chose. On va dire que dans les grandes lignes, c'est, on va dire, environ la même chose. Il y a également la version italienne qui est excellente d'ailleurs, que j'aime énormément, autant que la version avec Romy Schneider. Vraiment, je te conseille la version italienne. Je dis la version italienne, mais normalement, tu dois pouvoir la trouver en VF. Tu peux la trouver en DVD, c'est sûr, je te la conseille. La version italienne est beaucoup plus longue que la version avec Romy Schneider.
Et je trouve quand même que ça colle beaucoup plus à la réalité. Ils rentrent beaucoup plus dans les détails comparé à la version avec Romy Schneider. Et surtout, on va dire, un des plus gros soucis que j'ai rencontré avec la version de Romy Schneider, c'est que c'est ultra romancé. Voilà pour ça. TF1 l'année dernière a sorti du coup également une série du coup sur Sissi. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette série? J'en ai déjà parlé dans certains épisodes sur ma chaîne. Mais bon, voilà, je suis un peu mitigée. J'aime beaucoup les acteurs, mais je trouve que l'histoire est partie un peu trop loin, je trouve. Enfin bon, j'ai aimé, mais bon, c'est pas une série que je te conseille si vraiment tu veux voir quelque chose qui se calque un peu plus sur la réalité. C'est pas vraiment quelque chose, je pense, que tu pourrais apprécier. J'ai apprécié un certain côté où vraiment ils sont axés plus sur le personnage, on va dire, de Sissi, dans le sens où elle va vraiment devenir une femme indépendante, etc. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais sur le reste, bon, j'ai trouvé pas ça top. Mais la saison 2, je pense, va sortir au moment où tu verras cette vidéo, je pense. Netflix, évidemment, s'en est mêlé, puisque Netflix aussi a sorti une série sur Sissi. Donc, ça s'appelle L'Impératrice. Alors, ce que j'ai aimé dans cette série, c'est que d'entrée de jeu, déjà, ils disent que ça s'inspire de l'histoire de Sissi et François-Joseph, mais c'est différent. Et effectivement, c'est différent. Il faut vraiment prendre du recul, parce qu'effectivement, ils se sont basés sur certaines lignes sur l'histoire de leur couple. Mais alors vraiment, c'est des très très grosses lignes. Donc c'est une série en 6 épisodes. Ça se regarde quand même assez facilement. J'ai assez bien aimé, vraiment, encore une fois, les acteurs sont excellents, vraiment, j'ai beaucoup aimé. L'acteur qui joue François-Joseph, en plus de ça, je le trouve plutôt pas mal. Et Netflix a annoncé il y a quelques jours qu'ils allaient faire la saison 2, donc je suis extrêmement contente parce que je dois t'avouer que là aussi également, j'avais un petit goût un peu amer dans la bouche. Quand la saison 1 s'est terminée, je me suis dit, punaise, j'espère que Netflix va faire une saison 2. Et oui, ils ont annoncé que la saison 2 allait être tournée prochainement, donc je suis extrêmement contente. Et enfin, on va parler du dernier film qui n'est pas encore sorti à l'heure actuelle. Normalement, il sort début 2023. Bon, encore une fois, il peut y avoir des retards, mais en tout cas, c'est ce qui a été annoncé, puisque il y a le film Corsage, du coup, qui va sortir. Alors, quand on entend le titre, on pense pas du tout à Sissi l'impératrice, et pourtant, ce que j'aime beaucoup dans la bande-annonce, c'est que là, on va vraiment se focaliser sur, on va dire, la fin de la vie de Sissi, à savoir que au moment où le film, on va dire, a été fait, enfin en tout cas l'actrice qui joue Sissi quand elle a la trentaine, voilà, jusqu'à, il me semble, la fin potentiellement de sa vie. Et c'est là que je trouve ça très intéressant, parce qu'on n'a pas l'habitude justement de voir Sissi à cet âge-là. Elle était très mystérieuse à cet âge-là déjà, elle essayait de se cacher un peu des, entre guillemets, photographes ou peintres qui voulaient la peindre, parce que justement elle voulait garder cette image de jeunesse. Et là, le fait qu'on fasse enfin un film sur elle à partir de cet âge-là, j'ai vraiment beaucoup aimé le concept. Donc j'attends de voir avec très grande excitation ce que ça va donner. Voilà. Voilà un petit peu ce que je pouvais te dire pour conclure cette vidéo. Et voilà, c'est enfin la fin officielle de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé à en apprendre un peu plus sur ce couple emblématique qui est François-Joseph et Sissi. Voilà, n'hésite pas à mettre un commentaire, ne serait-ce que pour me dire si tu as aimé ou pas cette vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir parce que vraiment cette vidéo, je me suis littéralement arraché les cheveux. J'ai tellement kiffé la faire. J'ai vraiment kiffé faire le script, même si voilà, ça a été très compliqué pour moi de trier les infos, mais vraiment, j'ai littéralement adoré. Bref. Et jusqu'à jeudi 18h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.